Bonjour, bienvenue du coup à ce webinaire sur le télétravail qui va porter sur des conseils d'organisation et des conseils aussi pour aménager votre poste de travail. Donc, je vais me présenter avant ainsi que ma collègue. Donc, moi, je suis Laurence Caël, une des ergonomes du service de santé au travail en Iroise, et ma collègue également, Élodie Vaillant, qui est également ergonome. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, on va aborder différentes choses, donc des choses un peu générales déjà, pour revenir sur la définition du télétravail, sur les avantages, les inconvénients, quoi. Et également un petit point sur un petit peu ce que vous pouvez faire ou pas, donc tout ce qui se rapporte aux droits et aux devoirs lorsqu'on télétravaille. Et après, on va vraiment passer un peu plus de temps sur la façon de s'organiser en télétravail, puis également un point sur l'aménagement du poste en télétravail, donc chez vous. Donc, en termes de définition, il faut bien garder à l'esprit que ce qu'on vit actuellement n'est pas un télétravail classique. Il y a vraiment en fait le télétravail classique et le travail actuellement en circonstances exceptionnelles. Donc, le télétravail classique, en fait, je ne vais pas revenir sur la définition. Ces objectifs sont vraiment de limiter, par exemple, les temps de trajet entre le domicile et le travail, notamment dans les grosses agglomérations comme la région parisienne, limiter la pollution. C'est également aussi une forme d'organisation qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail. Donc, dans le télétravail classique, généralement, en fait, on peut télétravailler soit à son domicile, soit dans un tiers-lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, un petit peu les espaces de coworking. Donc, c'est des espaces où il y a plusieurs personnes d'entreprises différentes qui peuvent faire du télétravail. La notion vraiment importante ici, c'est que dans le télétravail classique, c'est vraiment basé, en fait, sur le volontariat. Donc, à la fois du salarié, mais également de l'employeur. Et que la durée et la fréquence sont définies. Donc, généralement, en fait, en télétravail classique, on n'est pas sur du 100% télétravail. Donc, ça diffère totalement de ce qu'on vit actuellement et qui est prévu par le Code du travail, ce qui s'appelle en fait le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, où là, en fait, l'objectif, c'est de permettre de continuer l'activité de l'entreprise tout en protégeant les salariés. Donc, ça peut être en cas de grève, de conditions météorologiques compliquées, et là, ce qu'on vit actuellement en cas d'épidémie. Donc, dans ce type de télétravail, le domicile est privilégié et il y a la notion de caractère obligatoire du télétravail, notamment pour les salariés. Et en plus, la possibilité de faire du télétravail à 100%, donc 5 jours sur 5. En termes d'avantages et d'inconvénients sur le télétravail, donc c'est des choses qui sont connues. Le télétravail, quand même, s'est mis en place depuis quelques temps, depuis plusieurs années. On voit déjà qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je parle bien là du télétravail encore classique, donc des retours d'expérience qu'on a pu avoir depuis que cette forme d'organisation existe. Donc, en termes d'avantages, c'est ce qu'on disait, ça permet de réduire les temps de transport. Ça permet aussi de travailler même si on est immobilisé, par exemple, si on se casse une jambe, un bras, qu'on ne peut pas aller au travail, prendre les transports ou son véhicule. Ça fait partie aussi des organisations qui permettent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça permet aussi de réduire les interruptions. Souvent, les gens disent qu'on est un peu plus productif, entre guillemets, en télétravail, et ça favorise l'autonomie. A contrario, il y a bien sûr des inconvénients, notamment sur les capacités d'ajustement, de pouvoir échanger avec ses collègues. On modifie, c'est ça qu'on appelle les relations interprofessionnelles. On n'est pas du tout dans le même type d'échange. Ça peut aussi générer des conflits entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière en fait entre les deux. On peut aussi perdre des informations, moins communiquer avec ses managers, ses collègues, et parfois, voilà, ça peut être compliqué sur la mise en œuvre de l'apprentissage. C'est pour ça, souvent, je fais une petite aparté, qu'on déconseille, par exemple, de mettre en place du télétravail pour des personnes qui viennent juste d'arriver, par exemple, sur un poste.
Et on peut aussi avoir le sentiment d'être isolé. Et donc ça, on le voit beaucoup actuellement, puisque voilà, souvent c'est à 100%, sur des durées parfois depuis mars de l'année dernière. Donc on peut comprendre qu'il y a un isolement qui se crée. Ce qu'il faut retenir, c'est que les avantages et les inconvénients du télétravail sont vraiment liés à la façon dont l'entreprise a mis en place le télétravail. Si le télétravail a été construit via un échange, notamment avec les délégués du personnel, où il y a eu vraiment des retours d'expérience sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, à ce moment-là, on peut avoir un télétravail qui va avoir beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc ça, voilà, c'est vraiment lié en fait à la façon dont le télétravail s'organise dans l'entreprise. En télétravail, il faut savoir aussi que vous avez des droits et des devoirs. Donc vos droits, vos devoirs, en fait, sont identiques à ceux de vos collègues qui sont sur site. L'employeur a toujours le devoir d'assurer votre santé et votre sécurité. Donc voilà, il n'y a pas trop de changements. Ce qui est important par contre, c'est vraiment en fait que le télétravail soit organisé. Donc là, en fait, dans le code du travail, lorsqu'il y a un accord qui est mis en place sur le télétravail, le code du travail donne différents points sur lesquels en fait il faut définir, on va dire, les modalités du télétravail. C'est par exemple les conditions de passage en télétravail et comment on revient à une organisation sans télétravail, parce que parfois, voilà, ça ne marche pas pour certains salariés, donc il faut savoir comment on peut retourner sur site et ne plus avoir ce télétravail. C'est aussi comment est accepté le télétravail par le salarié, donc comment il en fait la demande, à qui il doit demander, est-ce que c'est à son supérieur, au RH, ce type de choses. C'est comment aussi est contrôlé en fait le temps de travail. S'il y a des moyens de contrôle du temps de travail, vous devez être informé. Notamment si, par exemple, on surveille votre temps de connexion, votre employeur doit vous en informer. Il faut aussi pouvoir déterminer les plages horaires durant lesquelles vous êtes joignable. C'est généralement aux horaires de bureau classiques. Après, pour par exemple des cadres au forfait jour, on peut déterminer une plage horaire entre 8h et 17h pour que l'employeur ou ses collègues puissent vous contacter. Et également, le dernier point, c'est les modalités d'accès des travailleurs en situation de handicap à une organisation en télétravail. Donc ça peut générer des aménagements un peu particuliers, que ce soit en termes d'horaire ou d'aménagement du poste. Donc, il faut savoir que la charte ou l'accord télétravail n'est pas obligatoire dans une entreprise. Par contre, pour que le télétravail se passe bien, on le conseille fortement en fait que ce soit mis en place. Donc on comprend que l'année dernière, voilà, ça a été mis en place en urgence, donc forcément les entreprises n'ont pas pu mettre en place ce type de démarche. Maintenant, voilà, on voit que c'est une organisation qui risque de perdurer, qui risque de revenir régulièrement. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand même d'avoir une charte ou un accord dans l'entreprise. Donc vous, par contre, en tant que salarié, vous devez respecter les règles en vigueur au sein de l'entreprise. Donc notamment, par exemple, respecter les horaires, respecter le fait qu'il y ait des réunions et des points hebdomadaires, donc vous connecter. Si vous ne pouvez pas, voilà, le signaler, ce type de choses. Point également aussi important, sur la notion d'accident. Donc, si vous avez un accident pendant vos horaires en télétravail, même si c'est dans votre domicile, c'est considéré comme un accident du travail et vous devez le signaler auprès de votre employeur dans les 24 heures. Le point là, voilà, qu'on va aborder maintenant, c'est vraiment en fait l'organisation en télétravail. Je pense que peut-être que voilà, pour certains, ça fait longtemps que vous êtes en télétravail. Vous commencez à voir et peut-être à trouver vos marques, mais on refait un point sur l'organisation. Donc la première chose, en fait, c'est l'organisation temporelle. Le but, c'est vraiment de définir ces horaires de travail. Nous, on conseille en fait de respecter au mieux vos horaires de travail habituels, l'heure de début, l'heure de fin. Également aussi respecter vos pauses repas. L'objectif, c'est vraiment d'éviter en fait de trop dévier sur la vie personnelle. Même si on se dit, je suis plus actif le soir,
Après, on peut rentrer vite en fait dans on va dire un cercle un peu vicieux et puis travailler jusqu'à 23h, du coup répondre à des mails peut-être un peu en retard ou mettre entre guillemets «la pression» à vos collègues parce qu'ils reçoivent des mails à 23h. Donc faut vraiment, voilà, essayer de respecter les horaires de travail. Planifier aussi, votre activité en se fixant des objectifs, alors quotidiens, hebdomadaires et ça, c'est à faire avec votre manager. Donc encore une fois, en télétravail, le but, c'est pas de se rajouter des contraintes. Si, vous avez l'habitude, en présentiel de fixer des objectifs, je sais pas moi, hebdomadaires ou mensuels, c'est voilà, de conserver ce rythme-là et de pas faire, du reporting, à outrance. De pas avoir, des feuilles de suivi à remplir tous les jours pour, bien préciser ce que vous avez fait. Non, le but, c'est que ce soit quand même, quelque chose qui se fasse naturellement en concertation avec votre supérieur, votre manager, vos autres collègues et voilà, que ce soit par exemple des points en visio, 1 fois par semaine, par exemple. L'autre point important aussi, c'est de prendre des pauses. D'une part, ben, pour le repos, mental, on va dire, hein, mais également aussi pour rompre avec notamment la position, assise prolongée. Donc c'est, voilà, vous levez de votre poste, allez prendre votre café, aller, faire, voilà, des petites choses pour, pouvoir, voilà, bouger de votre poste et ne pas être, tout le temps, assis, on va dire. Le point important également, c'est en fin de journée, il faut se déconnecter. Donc vous coupez tout, les messageries pro, les logiciels, vous rangez vos dossiers. Le but en fait, c'est vraiment, de pouvoir faire en fait la coupure entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Si vous laissez votre PC allumé, dans votre salon et que vous voyez que vous avez des mails, forcément, inconsciemment, vous allez, peut-être les regarder ou y penser. Donc le but, voilà, c'est vraiment fermer les ordinateurs, fermer les dossiers et puis, bah, vous dire: «Voilà, je suis plus au travail, maintenant c'est, la vie personnelle». Mmh. Le point aussi important, hein, qu'on tenait à rappeler, c'est que la mise en place du télétravail tel qu'on l'a connu, il y a quelque temps et même maintenant, c'est voilà, faut être conscient que c'est un changement d'organisation pour tout le monde, à la fois pour vous, mais également pour vos managers. Ça a nécessité de nouvelles pratiques. C'est jamais évident, voilà, de retrouver ses marques, de repartir en fait sur de nouvelles habitudes. Donc le but, voilà, c'est de pouvoir échanger, avec vos collègues, vos managers pour, voilà, faire des retours d'expérience, pour dire qu'est-ce qui fonctionne pas et construire progressivement, hein, des nouvelles méthodes de travail. Mmh. Ensuite, il y a tout ce qui touche à l'organisation, de la communication. C'est vrai que lorsqu'on est en présentiel, ben, on peut aller rapidement voir son collègue si on est sur le même plateau d'un open space ou dans un autre bureau pour échanger de façon informelle. C'est beaucoup plus difficile en télétravail parce qu'on se dit: «On va peut-être déranger, je sais pas, est-ce que je l'appelle? Est-ce que je suis en visio?» Donc ça, voilà, il y a des règles aussi à suivre. L'objectif, en tout cas, c'est de pas, se couper de ses collègues et de ses managers. Donc c'est communiquer, c'est partager, hein, sur, ses difficultés, sur les points, positifs et c'est surtout, en fait, planifier ses points. Donc se dire, ça peut être, voilà, de façon quotidienne ou, de façon hebdomadaire pendant, quelque temps, maximum, hein, on va dire une demi-heure, faire un point avec l'équipe pour, bah, pour échanger sur les objectifs, sur ses difficultés. Faut, bien être conscient, hein, que le télétravail, c'est un bouleversement, hein, de la communication et notamment que la communication se fait principalement par écrit. Or, voilà, il y a des points de vigilance à avoir, notamment tout ce qui touche à l'humour, l'ironie. Il faut savoir que c'est quand même compliqué de le faire passer par écrit, donc faut être vigilant parce que, on peut être, vous savez pas dans quel état, en fait, la personne qui va recevoir votre mail, est et il pourra prendre mal même si, c'est un trait d'humour que vous avez fait. Donc voilà, faut être vigilant sur ça. Pareil, en fonction des sujets, privilégier une communication verbale. À titre d'exemple, si un mail, il dépasse, une vingtaine de lignes, ça veut dire que peut-être vaut mieux privilégier, par exemple, le téléphone.
L'autre point aussi, c'est qu'en télétravail, parfois on a tendance à montrer qu'on est là, qu'on est présent, donc on va répondre tout de suite aux mails. C'est pas forcément la bonne solution. Parfois, il vaut mieux se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire et répondre aux mails un peu plus tard, le temps que vous ayez aussi peut-être recherché des informations. Ça aussi, ça sous-entend peut-être que vous précisiez dans vos mails, par exemple avec vos collègues, que la réponse n'est pas urgente, que ça peut être traité soit dans la journée, soit en fin de semaine, pour voilà, donner en fait ce délai-là à tout le monde. Pareil, le télétravail ne doit pas générer une surcommunication. Donc éviter d'envoyer des mails à tout va, regrouper au maximum les informations. C'est aussi éviter de mettre en copie tout le monde pour, pareil, dire, je suis là, je suis sur le dossier, je travaille. C'est vraiment mettre en copie que les personnes qui sont vraiment concernées par le dossier. Et puis, aussi ce qu'on conseille, c'est d'avoir des échanges informels. Donc ça, c'est avec votre supérieur, un responsable, c'est que vous puissiez être autorisé à avoir des échanges, par exemple, de type café virtuel avec vos collègues, pendant vos horaires de travail, évidemment, comme vous pouviez le faire en pause café, par exemple. Ou voilà, c'est des échanges où vous parlez de tout sauf du travail, on va dire, mais voilà, vous puissiez renouer un petit peu un lien social. Ensuite, il y a la notion d'organisation de l'espace de travail. Donc ça, pareil, on est bien conscient qu'on a tous des environnements chez nous différents. On vous donne ce qui est idéal. Après, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, c'est d'avoir un espace indépendant pour votre activité avec une table, une chaise et la possibilité du coup d'installer vos outils informatiques. Le but, en fait, c'est d'éviter de travailler sur la table du salon et tous les soirs, en fait, de devoir ranger tous vos équipements, ce qui peut prendre du temps, être fatigant, voilà. Donc voilà, c'est de pouvoir en fait laisser ces équipements en place, mais quand même voilà, fermer par exemple la porte en fin de journée pour être sûr de ne pas y revenir. C'est aussi d'avoir un éclairage naturel, donc éviter de travailler sur des espaces trop sombres ou sans fenêtre par exemple. Voilà. Nous, on vous déconseille de travailler sur votre canapé, même si ça peut être tentant. On ne dit pas que c'est totalement à exclure. Ça peut être, voilà, par exemple, lorsque vous faites des recherches ou de la lecture, ou même en visio, pourquoi pas, se mettre un petit peu sur le canapé, ça permet de varier les postures. Mais faire 8 heures de rang sur un canapé, c'est pas en tout cas l'idéal et ça va créer en tout cas des contraintes posturales. Un petit point aussi, voilà, sur les, entre guillemets, les obligations de l'employeur. Normalement, l'employeur doit vous mettre à disposition les outils nécessaires au télétravail. Donc, ça passe notamment par tout ce qui est outils informatiques. Tout ce qui est équipement un peu plus particulier, type chaise, bureau, peut-être des porte-documents, ces types de choses. Là, en fait, c'est tout l'intérêt en fait d'un accord ou d'une charte qui va spécifier en fait ce que l'employeur va vous mettre à disposition ou pas. Donc l'employeur n'est pas forcément obligé de vous mettre à disposition un bureau, une chaise, mais voilà, si vous avez des difficultés, des contraintes posturales, ça peut être intéressant de le contacter, d'échanger avec lui, voire voilà, de passer par exemple par le CSE, le CSSCT, enfin ex-CHSCT du coup, pour voilà, pour faire un point, voir ce qui est possible de mettre en place chez vous. Si vraiment vous avez des grosses difficultés, n'hésitez pas à faire appel au médecin du travail pour qu'il y ait peut-être des préconisations un peu plus poussées sur l'aménagement de votre poste en télétravail. Voilà. Donc là, on va aborder le point sur justement comment aménager son poste en télétravail de manière générale pour tout le monde. L'idéal, c'est de pouvoir retrouver ce type de position, c'est-à-dire d'avoir, lorsqu'on travaille sur des outils informatiques, avoir la tête droite, voire légèrement penchée en avant, éviter au maximum les rotations au niveau du cou. On a les épaules relâchées.
On a les bras le long du tronc, éviter d'avoir les bras écartés lorsqu'on travaille sur les outils informatiques. On a les avant-bras à peu près à l'horizontale et surtout en appui. Idéalement, en appui sur la table. C'est un objet stable de même hauteur, contrairement à des accoudoirs. Donc, ça vaut mieux privilégier cet appui-là. On a les poignets et les mains alignés. On est assis au fond du siège. On a les genoux à peu près à angle droit, un angle un petit peu ouvert. Et surtout, on a un espace entre le bord du siège et le creux derrière le genou. On a un espace libre pour les jambes et les pieds à plat au sol ou reposant sur un repose-pied. Donc là, c'est la position, on va dire, de moindre inconfort, puisque comme toute position, lorsqu'on reste longtemps, on va ressentir des contraintes, voire des douleurs. Donc, c'est important de changer de position au cours de la journée. Comme l'a dit Laurence, on peut se lever pour prendre un café, pour un échange téléphonique. Il ne faut pas hésiter à changer de posture. Cependant, l'idéal, c'est que lorsqu'on se rassoit sur son siège au cours de la journée, pour pouvoir détendre le corps, le réglage du siège et des outils de travail permettent d'adopter cette position-là. Pour ça, il faut quand même pouvoir respecter un certain nombre de recommandations. Ça passe d'abord par la table. Donc, déjà, privilégier une surface de travail stable et une profondeur de plan de travail de idéalement 80 cm. C'est ce qu'on retrouve au niveau dans les locaux de travail. Au moins, avoir un plan de travail de 60 cm de profondeur, c'est vraiment un minimum pour pouvoir placer vos outils informatiques et aussi que vous ayez de la place pour poser vos avant-bras. Idéalement, la hauteur du plan de travail ne devrait pas excéder les 72 cm. C'est ce qu'on retrouve dans les locaux de l'entreprise. Ce n'est pas vraiment évident à la maison. Par exemple, les tables de salle à manger sont plus hautes que ça. Donc, voir si vous ne pouvez pas retrouver un autre espace de travail où vous avez une surface aussi, un plan de travail un peu plus bas. Et puis, surtout, pouvoir justement bouger les membres inférieurs. C'est du coup avoir un espace libre sous le bureau. L'important, c'est de changer de position. Contrairement à la photo qu'on peut voir ci-dessous, lorsque nos outils de travail sont figés, on n'a pas forcément la possibilité de changer de position et c'est ça qui va être justement contraignant à longueur de journée. Idéalement, ce serait d'avoir un siège réglable. Donc, si c'est possible, si vous travaillez très régulièrement, voire tous les jours en télétravail, l'intérêt de récupérer son siège peut être justement là important. Cependant, il faut quand même qu'il soit un minimum réglable, justement pour retrouver cette position de moindre inconfort. C'est-à-dire d'avoir une assise réglable en hauteur et en profondeur, un dossier réglable en inclinaison et en hauteur, des roulettes adaptées au type de sol. Cela peut paraître anodin, mais on a des roulettes qui roulent bien sur de la moquette et d'autres sur du carrelage, et donc la capacité de roulement est pas la même. Et si vous avez des accoudoirs, à ce moment-là, ils doivent être courts, réglables en hauteur et orientables. Sinon, préférez plutôt l'appui des avant-bras sur le plan de travail. Alors, c'est bien beau d'avoir un siège réglable. Après, toujours, il faut savoir comment le régler par rapport à sa morphologie. On ne fait pas tous la même taille. Donc, de ce fait, il va y avoir différentes étapes de réglage du siège. Tout d'abord, pour le test, le réglage du siège, il faut s'asseoir au fond du siège. À ce moment-là, il faut vérifier si l'assise est assez longue par rapport à la longueur de vos cuisses. C'est-à-dire que l'assise soutient l'ensemble de la longueur de vos cuisses, mais ne viennent pas non plus écraser l'arrière des genoux. Donc, c'est d'avoir un espace de 2-3 cm entre le creux des genoux et le bord de l'assise. Vous pouvez placer 2 doigts derrière le genou et voir justement si vous avez cet espace-là de disponible.
Ensuite, on va régler la hauteur de l'assise de manière à ce que vous ayez les avant-bras qui reposent sur le plan de travail, comme sur l'image. Le but, c'est d'avoir les coudes à angle droit et les épaules relâchées. Donc, lorsque vous réglez la hauteur de l'assise, l'important, c'est que vos coudes arrivent juste au-dessus du plan de travail en ayant les épaules relâchées. Ensuite, on va régler la hauteur du dossier. L'idéal, c'est d'avoir un renfort lombaire ou au moins une partie un peu plus galbée dans le bas du dossier. Et cette partie galbée doit se situer dans le creux lombaire, pas tout en bas du dos. Il faut du coup pouvoir régler la hauteur du dossier pour que cette partie galbée se retrouve donc, dans le creux lombaire comme et c'est entouré sur la photo. Et enfin, vous pouvez régler l'inclinaison et la tension du dossier. Donc, vous pouvez retrouver une position, soit un dossier droit, si vous êtes à l'aise dans cette position, voire légèrement incliné en arrière. Cela permet de favoriser la détente et le relâchement des muscles au niveau de la colonne vertébrale et des épaules. Si vous n'avez pas de siège réglable à la maison, ce qui est fort probable, c'est au moins de choisir une chaise qui possède une assise et un dossier et de tester différentes associations pour voir justement si vous avez au moins les coudes qui arrivent juste au-dessus du plan de travail, à la même hauteur. Donc, c'est vrai qu'on peut retrouver des assises un peu figées, hein, un dossier, une assise pas réglable, ce qui fait que du coup, ça va limiter le changement postural et favoriser des contractions musculaires au niveau du corps, comme par exemple au niveau des cervicales. On peut retrouver ces types d'assises aussi à la maison, donc à éviter également. Là, on ne retrouve pas de dossier et par ailleurs, l'assise peut être un peu basse par rapport à la hauteur du plan de travail. Donc, c'est vraiment de privilégier une chaise hein, donc avec dossier et assise assez haute pour que vous retrouviez comme sur la photo, les coudes à peu près à la même hauteur, voire juste au-dessus du plan de travail. Si vous avez une chaise, mais pas assez haute, par rapport à votre plan de travail, donc il peut y avoir quelques petites astuces comme par exemple, positionner un coussin, au niveau de l'assise pour pouvoir justement vous relever, par rapport à la hauteur du plan de travail. Si vous ne touchez pas les pieds à plat au sol, vous pouvez utiliser un repose-pied. Si vous n'avez pas de repose-pied, on peut retrouver des éléments dans la maison qui peuvent y ressembler, comme par exemple des cartons assez solides ou des piles de livres. Ça peut faire office de soutien pour les pieds le temps du télétravail. Et puis pour apporter un confort supplémentaire au niveau du dos et retrouver justement un soutien au niveau du creux lombaire, vous pouvez positionner un petit coussin à ce niveau-là. Ensuite, la posture recherchée de moindre inconfort passe également par le réglage des outils de travail, notamment l'écran. Donc, le but, c'est de limiter les mouvements excessifs de la nuque, donc de trop baisser la nuque trop longtemps, de tourner la tête aussi. Donc, l'idéal, c'est que vraiment votre champ de vision soit face à vous. Donc, positionnez votre écran face à vous assez loin de vous tout de même. L'écran est lumineux en lui-même, donc il faut éviter les sollicitations visuelles. Donc, ne pas hésiter déjà d'une à l'éloigner pour ça. Et puis de deux, ça va vous permettre de positionner votre clavier, votre souris et de pouvoir retrouver un soutien au niveau des avant-bras. Donc pour ça, vous pouvez faire le test de tendre le bras pour au moins avoir cette distance-là entre vous et votre écran. Pour éviter de baisser de trop la tête lorsque vous regardez votre écran, il faut aussi que du coup celui-ci soit en hauteur. Privilégiez justement le haut de votre écran à peu près à la même hauteur que vos yeux. Donc vous pouvez utiliser des cartons ou des livres pour rehausser votre écran.
En règle générale, si vous portez des verres progressifs, vous pouvez retrouver la posture d'extension de la nuque, c'est le fait de relever la tête pour regarder votre écran. Cette posture est très contraignante et douloureuse à long terme. Si vous ressentez cette posture-là, ne pas hésiter à plutôt justement baisser l'écran. Donc, c'est pas valable pour tous les modèles de verres progressifs, surtout les derniers modèles ne sont plus gênants par rapport à cette posture. Donc, c'est vraiment à vous d'être vigilant sur votre posture au niveau du cou et rester justement la nuque droite comme sur l'image. Alors, si vous travaillez avec 2 écrans, idéalement, c'est que les écrans soient identiques pour limiter la fatigue visuelle, et puis de les placer l'un à côté de l'autre, à la même hauteur et à la même distance. Là, c'est pour limiter les sollicitations au niveau de la nuque, au niveau postural. Après, il y a 2 manières différentes de positionner les écrans. Soit lorsque vous travaillez à peu près autant sur un écran que sur l'autre, à ce moment-là, il vaut mieux que la jonction des 2 écrans soit face à vous, comme sur l'image, et que vous positionnez les écrans un peu de biais comme un livre ouvert. Ça va limiter les rotations de la nuque vers la gauche lorsque vous regardez l'extrémité gauche de l'écran de gauche, et puis également pour la droite. Donc, ça va limiter les rotations. Si au contraire, vous travaillez principalement sur un écran et puis quelque temps, vous regardez l'écran secondaire, à ce moment-là, ce deuxième écran doit être sur le côté. Donc, l'écran principal est face à vous, l'écran secondaire sur la gauche ou la droite de l'écran principal. C'est vous qui voyez, ça peut dépendre aussi des câbles si vous en avez. Dans certaines situations, en télétravail, on peut travailler sur un ordinateur portable et longtemps. Donc, contrairement aux recommandations précédentes, là, sur un ordinateur portable, l'écran est fixé au clavier et donc l'écran est bas. Donc, on va retrouver un peu ce type de position, hein, d'enroulement des épaules vers l'avant et de flexion prononcée de la nuque. Rester dans cette position à longueur de journée, à longueur de temps, c'est très sollicitant pour le corps et on peut retrouver des tensions, voire des douleurs à long terme. Donc, il n'y a pas X possibilités. Ça va dépendre de vos outils de travail, de la manière dont vous travaillez avec. Par exemple, si votre PC portable sert uniquement d'unité centrale et que vous ayez du coup un écran, un clavier et une souris, donc il ne faut pas hésiter à reproduire les recommandations précédentes, hein, avoir l'écran face à vous et le clavier et la souris à portée de main. Soit, comme sur la photo, vous pouvez également retrouver ce type de configuration, c'est-à-dire que vous utilisez le clavier et le touchpad de votre ordinateur portable. À ce moment-là, pour pouvoir retrouver une posture plutôt droite et la nuque en confort, il faut ajouter un écran fixe. Au contraire, si vous regardez plutôt l'écran de votre ordinateur portable, il faut relever tout votre ordinateur portable via un support prévu à cet effet. Donc, il existe des supports pour PC portable. Sinon, à la maison, vous pouvez utiliser des cartons ou des livres. Voilà, il faut quand même que le support soit stable et suffisamment haut pour que vous ayez le haut de votre écran qui se retrouve à la hauteur des yeux. Et ensuite, il faut ajouter un clavier et une souris pour justement éviter de lever les bras pour atteindre le clavier de l'ordinateur portable, ce qui est du coup fortement déconseillé, mais de retrouver une posture de confort et un soutien au niveau des avant-bras sur le plan de travail. Le clavier, du coup, lui, doit être positionné plutôt face à vous, hein, dans l'alignement avec votre écran pour justement limiter les torsions au niveau de la colonne vertébrale et les déséquilibres au niveau des épaules. Donc pour cela, il doit être parallèle au bord de la table. Plat ou peu incliné, hein, l'important c'est d'éviter d'avoir une cassure au niveau du poignet, une extension du poignet. Donc plutôt privilégier le conseil comme sur la photo, poignet et mains alignés.
Au niveau de la souris, c'est de la positionner à côté du clavier, assez proche et essayer de penser à votre posture et d'éviter d'avoir le bras tendu, dans la journée. Si par contre, lorsque la souris est à côté du clavier, effectivement, on n'a pas le bras tendu, mais on peut avoir un petit écartement au niveau de l'épaule. C'est lié à la longueur de nos claviers qui peuvent être assez longs, comme on a sur la photo. De ce fait, vous pouvez utiliser l'astuce de placer la souris devant vous, pour retrouver justement une posture de confort au niveau, des épaules. Si, vous pouvez alterner entre les 2 postures, hein, il ne faut pas hésiter justement à changer de position au cours de la journée. Le but, c'est que vous soyez en confort, dans le quotidien. Enfin, si vous utilisez, des documents, il est préférable de les positionner entre votre écran et votre clavier, de manière à ce qu'ils soient déjà face à vous, et puis que vous ayez toujours votre clavier à portée de main, lorsque vous frappez, sur le clavier ou cliquez sur la souris également. Donc, pour ça, il existe des pupitres, qu'on peut retrouver donc dans les locaux de travail, hein. Mais à la maison, si vous n'avez pas de pupitre, vous pouvez toujours utiliser un classeur assez épais et incliné. Ça va vous permettre, de retrouver vos documents dans votre champ de vision et faciliter leur lecture. Voilà, donc maintenant, voilà, on arrive sur la fin. On voulait faire un point, hein, sur, la notion de bonne posture. Comme on l'a dit, il n'y a pas de bonne posture, notamment si elle est maintenue, en fait, trop longtemps. Donc l'important, en fait, pour rompre, et avec la position statique et éviter, en fait, de développer certaines pathologies, c'est vraiment, en fait, de penser à changer de position et de tâche. Ça peut être passer de la lecture de mail à travailler sur un dossier et ainsi de suite. Faire des pauses actives aussi, donc c'est, faire des pauses, mais peut-être téléphoner par exemple, bouger de son poste et également aussi faire des étirements. Donc là, on vous a mis, hein, une petite image, à titre d'exemple. C'est voilà, de pouvoir en fait bouger, sur son poste. L'avantage à domicile, c'est que personne ne vous voit, donc c'est beaucoup plus simple que, de le faire, si on est sur un open space. Donc faut pas hésiter, hein, à bouger, à s'étirer. Le but, c'est vraiment de remettre en mouvement en fait le corps, les muscles, les articulations. Pour conclure, donc sur le télétravail, l'objectif, hein, c'est de vous, en tant que salarié, c'est de pouvoir organiser votre activité, de travail, et d'être très vigilant, hein, sur la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est de continuer à communiquer avec vos collègues, vos managers, à la fois, bah, sur votre activité au quotidien, sur les difficultés aussi que vous avez et de pas oublier que, toute la relation aussi, au travail, ça passe parfois, bah, par, des discussions sur, des choses hors travail. Donc, c'est ce qu'on vous disait, hein, de pas hésiter à organiser des petits temps de pause, ensemble. Prendre aussi le temps d'aménager son poste de travail, donc essayer de faire avec ce qu'on a. On vous a essayé de vous donner quelques, astuces, hein, pour le travail à domicile. Donc de pas hésiter, à prendre le temps. Pas hésiter aussi à contacter votre employeur ou le médecin du travail si vous avez besoin d'aménagements peut-être plus spécifiques pour voir ce qui est possible d'aménager, dans votre domicile. Et puis, ce qu'on disait, faire des pauses, bouger à votre poste de travail. Donc voilà, je le répète encore, n'hésitez pas à contacter, hein, le service de santé au travail, notamment votre médecin du travail, si vous avez des questions particulières, si vous avez des besoins particuliers. Vous pouvez vraiment, hein, demander un rendez-vous, et vous pourrez en échanger avec le médecin. Donc voilà, on vous a mis voilà nos coordonnées. Il y a d'autres, hein, sites, hein, notamment, le site, le centre de Châteaulin ou de Plouédern ou du Port. En tout cas, tous les coordonnées sont disponibles, hein, sur le site, internet santé-travail, -roise.fr. Donc voilà, faut pas hésiter en tout cas à nous recontacter, pour obtenir des informations, supplémentaires. Voilà. Merci, au revoir. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. Au revoir.